Ah non, mais le mec, c'est pas juste, je te dis, il a pas écrit une petite nouvelle de 20 pages, quoi. Voilà, tu fais pas dire: «Je vais écrire l'elfique et on va créer une petite commune d'elfes, voilà, qui se font plaisir». Non, je vous écris tout un lore, toute une Il y mythologie, a une mythologie en 4 avec 15 âges peuples en plus. de 10 000 ans, à peu près. Donc on a parlé rapidement de ce qu'il avait écrit parce qu'en fait que les 65 trucs qu'il a écrits, on s'en fout un peu. L'important pour qu'il soit qualifié de père des geeks et père du milieu fantasy, c'est parce qu'il a écrit un truc hyper important qui est une mythologie complète autour d'un univers fantastique avec des morceaux qu'on connaît. Il y a le Silmarillion, il y a le Hobbit, il y a le Seigneur des Anneaux et tout un tas d'autres textes que son fils a publiés après la mort de Tolkien. Il a écrit une mythologie et c'est pour ça qu'il est connu. C'est-à-dire, contrairement qu'on disait à Agatha Christie, qui est connue pour 75 bouquins différents. Il y en a quelques-uns qui ressortent du lot, mais c'est toutes ces œuvres qui font d'elle qui elle est. Alors que Tolkien, c'est une œuvre qui va faire de lui l'auteur qu'on connaît. Et que moi, j'ai appelé la mythologie perdue de l'Angleterre. Pourquoi ce titre ? Parce que pour Tolkien, il voulait pas écrire de la fiction. Pour lui, sa grande ambition, c'était d'écrire la vérité perdue et de redonner à l'Angleterre la mythologie que le monde et le fait que l'Angleterre a évolué puis a été colonisée par tout un tas d'autres gens autour et tout, avait perdu à cause de ça. Il voulait redonner ça à l'Angleterre. Mais il y avait la légende du roi Arthur. Alors il y a eu la légende du roi Arthur, d'ailleurs il a écrit un poème autour de la légende du roi Arthur, mais lui, il voulait écrire ce qu'il y avait avant. Ce qu'il y avait, la vérité cachée, la vérité oubliée des légendes. Pour lui, les légendes étaient réelles. C'était pas des mythes, des créations fictives, c'était la vérité, mais qu'on avait perdue. Et du coup, c'est ça qu'il voulait faire avec le Silmarillion. Il voulait écrire la vérité perdue de l'Angleterre. Et pour ça, il a créé un univers, et c'est d'ailleurs l'un des rares auteurs à l'avoir fait. Il a créé tout un univers qui est complet, qui est tangible, qui possède différentes... Alors il appelle ça des races, mais différentes ethnies. Donc tu vas avoir les hobbits, tu vas avoir les elfes, tu vas avoir les nains, etc. etc. Ils vont chacun avoir leur propre langue, mais pas juste la langue parlée moderne du moment où se passe l'histoire. Il va y avoir aussi tous les ancêtres de ces langues, toutes les langues perdues de ce qui a donné ces nouvelles langues. Tu vois, il y a vraiment, comme nous, le français, on a le latin et on a tout ce qui est le vieux français et tout. Lui, il avait fait ça pour chaque langue, surtout les elfes. Hein. Les autres, un peu moins, mais surtout les elfes. Ouais, après, elle était linguiste. Donc oui. C'est quelqu'un qui a fait toute sa carrière universitaire de philologie. Sur la langue, mais sur ce qu'est une langue, sur les origines d'une langue, comment une langue se construit, comment une langue se crée. Donc quand tu comprends ça, tu peux... C'est beaucoup... Je dis pas que c'est facile ce qu'il a fait, de créer des langues pour chaque ethnie. Je dis pas ça du tout. Je dis juste que une fois que tu comprends le concept de la langue, comment elle fonctionne, c'est beaucoup plus simple d'en créer une, d'en créer 15. Parce que si tu comprends pas comment une langue fonctionne, tu peux pas écrire, tu vas faire un peu un copier-coller de base avec la langue que tu connais en modifiant 2-3 trucs, ce qu'on retrouve dans beaucoup de textes et dans beaucoup de fantaisie. Et même dans, par exemple, je vais aller complètement à l'opposé dans les Sims avec le Simlish, c'est prendre plein de petits morceaux de sons de langue qui existent pour en créer une nouvelle, alors que lui, ce qu'il a fait, c'est vraiment partir de la base, quoi. C'est des langues que tu peux parler, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez, alors si ça vous intéresse, des cours pour parler l'elfique. Parce qu'il y a une grammaire, il y a des conjugaisons, il y a... Et t'as appris l'elfique ? Tout à fait, bien sûr. Moi, je sais dire juste mon ami. Voilà, c'est tout ce que je sais dire en elfique. Tu dis comment on dit mon ami en elfique ? Mae Melon. Avec un super accent. Mais voilà, t'as tout. Et c'est vrai que c'est important, c'est pour ça qu'on a pris du temps à vous en parler de sa vie universitaire, parce que le fait que c'était un très brillant philologue fait qu'il a été capable d'écrire ces langues. Et il faut savoir un truc avec Tolkien, c'est que c'était un perfectionniste. C'est un peu comme nous. C'est un mec, il pouvait pas juste prendre des sons de différentes langues et en faire une langue et puis ça passera, tu vois. Non.
Lui, il se disait pas, tiens, comment ça se fait que j'ai inventé ce mot-là? Il se disait, tiens, mais comment j'ai trouvé ce mot-là ou ce nom-là? Et trouver ce nom, ça veut dire qu'il a une origine, alors qu'il a inventé le nom. Mais une fois qu'il inventait un nom, il fallait qu'il en trouve l'origine, etc., etc. Et du coup, tout cet univers complet qu'il a créé, il existe. Tu peux prendre n'importe quel moment et en sortir un peu comme notre mythologie du monde réel, tu vois. Et c'est ça qu'il voulait faire, c'est créer quelque chose qui soit tangible. Et pour lui, quand il racontait l'histoire de Luthien et Beren, c'était la réalité. Ça s'était vraiment passé et il se souvenait plus qu'il n'inventait. Il faut se mettre dans cette manière de penser-là pour comprendre comment il a écrit tout ça, en sachant bien sûr que il s'est inspiré d'autres trucs, parce qu'il y en a qui vont dire oui, mais alors je suis pas d'accord, parce que les elfes, en réalité, c'est pas lui qui les a inventés, mais c'était déjà dans l'Edda de... Oui, ferme ta gueule. En fait, on s'en fout que ce soit le premier. C'est pas ça qu'il a fait. Alors oui, il s'est inspiré de beaucoup d'auteurs. Tu vois, il s'est inspiré effectivement de Maurice, il s'est inspiré des textes dont on a parlé de Beowulf, de Sir Gawain et le Chevalier Vert, de l'Edda aussi en finnois, de beaucoup de choses. Mais en fait, il s'en est inspiré pour créer complètement autre chose et pour donner vie à son propre univers. C'est-à-dire qu'il s'est dit, ok, chez William Morris, il écrit un peu comme ça, en mi-langue, mi-poème, mi-prose, bon, je vais m'en servir, mais je vais créer autre chose. Et oui, il n'a pas été le premier à écrire sur des elfes ou des hobbits. Le terme hobbit venait d'ailleurs. Mais les hobbits, aujourd'hui, quand on parle des hobbits, on voit les hobbits de Tolkien parce que les hobbits de Tolkien, ça n'a rien à voir avec les hobbits de ces autres textes qui existaient avant. C'est une entité à part entière. Et du coup, oui, il s'est inspiré de beaucoup de choses, et notamment de son enfance, parce que Tolkien disait un truc intéressant, c'est que pour écrire le genre d'histoire qu'il écrit, donc des légendes, des mythes, il faut que ça vienne du fumier de notre esprit. Moi, j'aime beaucoup cette expression. Le fumier de notre esprit, pour lui, c'est les couches les plus enfouies, les plus anciennes de ta mémoire. Et donc, c'est l'enfance. C'est-à-dire que le fumier, tu vas le mélanger à la terre pour ensuite en faire des plantes. Parce qu'il était jardinier, il aimait beaucoup les plantes, s'occuper du jardin, etc. Et ça lui parlait, cette comparaison, de dire, pour écrire, on ne va pas se servir de ce que j'ai mangé au déjeuner. On va se servir de ce que j'ai vécu dans l'enfance. Et c'est ce que tu disais, l'enfance, c'est la partie la plus importante dans la vie de quelqu'un. Bah oui, parce que c'est là que tout se passe, enfin, que tout se crée. Ta personnalité, tes influences, tout ça vont faire de toi la personne que tu es après, de ce que tu vas aimer, surtout quand tu es un artiste. Ces petits moments qui, pour nous, quand on y repense, ces petits souvenirs, sont peut-être anecdotiques, mais pour quelqu'un qui est créatif, qui est un écrivain, surtout pour quelqu'un comme Tolkien, ça va laisser une marque. C'est un peu comme la Madeleine de Proust. Ouais, c'est ça. Petit truc qui va revenir et qui va te donner l'inspiration ou le premier pas pour aller de l'avant. C'est exactement... Alors, chez Proust, c'est la Madeleine. Chez Tolkien, c'est le fumier, voilà. Quoi. Voilà, chacun son problème. Chacun son problème. Non, mais et par exemple, pour moi, c'est la gelée de groseille, quoi. Ouais, moi, voilà, quand je bouffe de la gelée de groseille, c'est direct, ça me rappelle, ça me remet en enfance. Tu sais, c'est un peu comme dans Ratatouille. Ouais. Quand le critique gastronomique arrive et qu'il mange la ratatouille, tout d'un coup, le gros flashback qu'il leur ramène à ce moment-là dans son enfance, on l'a tous, ce petit truc. On l'a tous. Ouais, on le sait pas, mais on l'a tous, ce petit truc. En fait, vous le savez quand vous l'avez. C'est-à-dire que quand tu manges de la groseille, ça va te donner ça. Moi, ça va être quand je vais entendre de la musique de Brassens ou de la guitare ou certains sons. Ou une odeur aussi. Une odeur. Certains parfums. Tu vas dire, mais j'ai l'impression d'être chez mamie ou j'ai l'impression d'être chez ma tante. Ça y est, tu te revois et c'est exactement ça, tu vois. Mais oui, et Tolkien, pour ça, vous pouvez tous venir gasser les pieds parce qu'il y en a beaucoup qui, pour casser Tolkien, pour dire que non, il n'est pas le père de la fantasy, machin, que non, il ne les a pas inspirés pour écrire leurs propres histoires. Merci Paolini, là, qui a écrit Eragon. En réalité, vous pouvez dire ça, mais il s'est inspiré comme on s'inspire tous quand on écrit une histoire de ce qu'on a lu, parce que voilà, on a trouvé que tel passage dans ce bouquin-là, où Agatha Christie qui a appelé Hercule Poirot à partir de deux différents auteurs. Elle s'est clairement inspirée de Sherlock Holmes aussi. Donc, ouais. Ça ne l'a pas empêché de devenir cette grande autrice que tout le monde connaît, que tout le monde adore et qu'encore aujourd'hui on s'inspire. Parce que c'est ça la grande force des grands auteurs,
c'est qu'il s'inspire de quelque chose pour créer quelque chose de nouveau et de complètement différent. Celui qui est relou, c'est celui qui s'inspire de n'importe quel mec pour faire la même chose. On appelle ça le plagiat aussi. Ou le plagiat. C'est pas ça. Il y a aussi le relou, c'est celui qui s'inspire de rien pour créer rien aussi. Oui, il y a celui-là aussi. Ça, c'est, je sais pas pourquoi meilleur, je dis ça, je pense à Dan Brown, tu vois. Pire expérience de lecture de ma vie. Hein. Ah ouais? Je sais pas, jamais lu. Et bah, ne le lis pas. C'est l'un des rares livres que j'ai jamais fini tellement c'était nul. Ça donne envie. Hein. Allez lire du Dan Brown. C'est mon opinion. Voilà. Cette opinion n'est pas partagée forcément, mais c'est son problème. Mais en tout cas, voilà, il faut savoir ça, c'est qu'il est le seul dans le milieu de la fantasy à avoir fait ça, c'est-à-dire à avoir créé. Je vous rappelle qu'on est en 1930, 1937, quand il sort le Hobbit. La fantasy à l'époque, c'est pas non plus ce qui emballe les foules. Pas la chose la plus populaire, quoi. Voilà, c'est pas tellement le truc auquel on est habitué. Aujourd'hui, oui, mais à l'époque, non. Parce qu'il faut savoir, on a eu un podcast sur Agatha Christie. Vous êtes en train de vous dire, vous allez pas nous la ramener à chaque podcast. Si, parce que c'est la seule qu'on a étudiée, alors cassez pas les couilles. Voilà. Non, mais on est en train de parler d'un écrivain, on est en train de parler d'un contemporain d'Agatha Christie. Tout à fait. Et à l'époque où lui, il sort le Hobbit, c'est l'âge d'or des romans de détective. Oui, en plus, c'est pas du tout le style. Enfin... C'est pas du tout le style de l'époque, quoi. C'est pas ça. Agatha Christie a été très populaire parce que c'était à l'époque, c'était l'époque. Quand Tolkien sort, comme tu dis, le Hobbit, c'est pas du tout le truc. Ouais, c'est pas l'époque où tu sors un truc sur des petits mecs aux pieds poilus qui vont affronter des dragons. Enfin, vraiment pas. Et c'est d'ailleurs pour ça que le premier bouquin qu'il a sorti, c'était un truc pour enfants. Et catégorisé comme un truc pour enfants. Parce que jamais on aurait dit que c'était pour des adultes. Et ça a été le problème pour le Seigneur des Anneaux. C'est-à-dire que le Seigneur des Anneaux, ils étaient tous en mode c'est vachement bien, mais pour quel public? Parce que c'est trop compliqué et sérieux pour des enfants, mais ça parle de dragons, d'elfes et de conneries, donc les adultes, ils vont pas aimer. Donc pour qui on le donne, tu vois? Pour ces adultes frustrés, justement. Pour les adultes frustrés, et c'est ça qui a été incroyable. Et il n'y avait pas comme aujourd'hui de la fantaisie à tous les coins de rue, dans tous les jeux vidéo, dans tous les cinémas, dans tous les trucs. Non. Lui, il a vraiment été l'un des pionniers. Et en plus, arrivé avec un univers complet. Moi, je le répète, pour un auteur arrivé avec un univers qui tient debout, et son bouquin, ça n'est que 10% de cet univers complet, c'est une dinguerie. Enfin, vous vous rendez pas compte, c'est pas pour rien que ça lui a mis 50 ans à écrire tout ça. Enfin, c'est un travail qui est mais colossal. Et justement, le gros problème de Tolkien, c'est que c'était un travail colossal, qu'accessoirement, à côté de ça, il avait un boulot qui lui prenait quand même pas mal de temps. Hein. T'es pas professeur à l'université d'Oxford 2 heures par jour. Et non, je crois pas. Enfin, en tout cas, je suis aujourd'hui peut-être différent. Mais... on rigole, on vous respecte les professeurs universitaires. On vous aime beaucoup, des gros bisous, big up à vous. Mais c'est surtout qu'il avait du travail, du coup, il donnait ses cours, il avait des conférences, il était en plus professeur, donc on attendait de lui à Oxford qu'il fasse des recherches dans le milieu de la philologie, tout ça. Et donc derrière, fallait qu'il écrive ses petits bouquins. Puis il avait une femme, il avait des enfants. Oui, il avait en plus 4 enfants, on vous rappelle, hein, c'est pas rien. Et du coup, et en plus, lui, il avait un énorme problème de méthode. C'est-à-dire que c'est le mec... Il va passer... Alors, il appelait ça la sous-création. Et moi, j'aime beaucoup ce terme. Parce que, pour lui, la sous-création, c'est tous les éléments qui vont vous permettre à créer. Mais qui vont être tout aussi développés. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous allez écrire un texte, vous allez passer autant de temps à vous dire... Alors, attendez, parce que dans mon texte, on va parler des Indiens. Donc, du coup, je vais créer autour de ces Indiens quand même, tout leur système politique, géographique, de trucs, de machin. Tu vois, c'est la sous-création, il appelle ça. Qui n'est pas ta création de base, mais tout ce que tu vas mettre dedans. Et c'est un truc qui va être dans l'histoire pas très très longtemps, tu vois, peut-être. Mais c'est important de comprendre. Ouais, voilà, exactement. C'est comme quand tu fais des recherches pendant 6 mois sur comment fonctionnaient les expéditions vers le Nouveau Monde au 19e siècle, alors que ça prend genre 10 pages dans ton histoire. Quoi. C'est exactement ça. Il appelle ça la sous-création. Et moi, j'aime bien... Parce que je fais beaucoup ça. Moi, je passe beaucoup plus de temps quand j'écris dans la sous-création. Limite, je n'écris jamais le texte original, je passe tout mon temps à faire la sous-création. Et j'aime beaucoup ce terme de sous-création parce que lui disait c'est important, la sous-création. C'est d'ailleurs ça. Alors, il repassait sur le côté catholique, le monde entier n'était qu'une sous-création, blablabla, bon, bref. Et en plus, donc, il partait beaucoup de temps à faire ça. C'est-à-dire qu'il
il faisait les cartes, il vérifiait sur tout son truc. Alors, ils allaient voyager pendant 4 mois. Pendant ces 4 mois, il pouvait te dire le lundi à 14h quel personnage faisait quoi. Et quand ce personnage faisait ça telle nuit, il savait si la lune, elle était à tel moment de son cycle. Truc de malade. Et il repassait derrière parce qu'il s'apercevait qu'il se contredisait entre deux trucs, parce que d'un côté, la lune était pleine, alors qu'en fait, elle était pas pleine dans l'autre, alors que ça se passait plus ou moins au même moment. Truc de malade. D'un côté, c'est un truc de malade, mais en même temps, c'est quelque chose qui est très admiratif et que quand toi tu lis, après, quand tu es là en tant que lecteur, quand tu lis et que tu retrouves ce petit détail qui pourtant n'a pas vraiment d'importance parce que c'est juste un petit détail qui n'apporte pas grand-chose dans l'histoire, mais ça te permet de relier les histoires, de relier les personnages et de plonger dans cet univers, je trouve. Ah, complètement. Et lui, il était perfectionniste et il se disait, et notamment dans ses études universitaires et dans son travail, son boulot aussi, c'était d'analyser des textes. Et donc, il devait en sortir les trucs incongrus, les paradoxes, les trucs qui se... Donc, il se disait, moi, je veux pas que quand on lit mon texte, on puisse sortir ça. Et je le comprends parce que je suis pareil. Et du coup, tu te dis, il a inventé Internet avant Internet quasiment, tu vois. Parce que le mec, il était capable d'imaginer les threads Twitter du gars qui va te faire 20 pages sur The Witcher, parce que oui, alors il commence, il avait une veste verte, et puis juste après, il a une veste bleue. The Witcher, messieurs, dames. Ouais, The Witcher. Il est là. Il est là. Toujours. Ça y est, toujours placé. Hein. Vous inquiétez pas, j'arriverai à le placer à chaque fois. Mais c'est Michel et Michel avant l'heure, tu vois. C'est le mec qui s'était dit, je ne veux pas qu'avec mon œuvre, on puisse dire qu'il y avait des trucs incongrus. Donc il passait un temps énorme à vérifier que tout fonctionnait, plutôt que d'écrire. Et du coup, il était toujours en retard. Ça, c'est le problème de beaucoup d'écrivains, c'est que ils passent beaucoup plus de temps à faire des recherches et à faire tout sauf écrire. C'est vrai. Déjà parce que c'est beaucoup plus marrant. Déjà, c'est plus marrant parce que tu te dis, faut que je crée un monde, il y a ceci, faut que comment ça fonctionne. Bon je vais faire mes recherches sur la couture au XVIIe siècle parce que c'est important pour mon histoire, mais en même temps, même si, ça fait partie de mon histoire, c'est peut-être pas important, mais il faut que je le comprenne. Et donc tu te perds dans tout, comme tu dis, dans ces sous-créations. Et t'as plus de temps à écrire. Et après, quand il faut que t'arrives le moment d'écrire, t'as envie de dire, ok, bon maintenant, il faut que tout ce que j'ai emmagasiné sur des années des mois de recherche, je le ressorte dans un truc qui soit cohérent et qui ait un sens et qui, en même temps, divertissant pour les lecteurs. Et c'est très dur, quoi. T'as la pressure d'un coup, tu vois. Ouais, mais la plupart des auteurs y arrivent. D'ailleurs, ça a été le grand drame avec C.S. Lewis, c'est que Lewis, il était capable d'écrire très vite. Les Narnia, il les a écrits quasiment d'un an sur un an, tu vois. Tolkien, il lui a fallu quasiment 30 ans pour écrire... 20 ans pour écrire Le Seigneur des Anneaux, tu vois. Il abuse quand même, quoi. C'est pas comme s'il avait écrit un peu tous les jours, c'est juste qu'il a écrit tout à la fin, tu vois. Et en fait, le problème de Tolkien, c'est qu'il se perdait dans tout ça, et il revenait, il recommençait, il machin, et on lui disait, mec, il faut que tu sortes ton truc là, demain, parce que sinon c'est la merde. Désolé, j'y arrive pas. Et il faisait ça autant dans son boulot d'universitaire, où il était connu pour ne jamais travailler, parce que il délivrait jamais rien, et c'est pas qu'il délivrait jamais rien et qu'il bossait pas, c'est juste qu'il bossait trop. Et du coup, il avait plus le temps et il était jamais à l'heure, quoi. Il y a un événement, alors c'est un peu anachronique par rapport à là où on en est dans ce qu'on vous explique, mais un événement rigolo, c'est que quand Le Seigneur des Anneaux est sorti, il y a eu un gros succès, on en reparlera, et notamment aux États-Unis. Et il y a une boîte d'édition aux États-Unis qui s'est trouvée plus malin que les autres et qui s'est dit, nous, rien à foutre, on va rééditer le bouquin, mais sans autorisation de Tolkien malin, et ça. de trucs. Mais on s'en fout. Spoiler alert, ne le faites jamais. Ne faites jamais ça. Et ils l'ont fait. Ils ont sorti le bouquin et Tolkien n'a touché aucun argent de ces trucs-là et tout. Et la boîte d'édition de Tolkien savait que cette réédition américaine illégale allait sortir. Et en fait, c'était parce qu'aux États-Unis, personne n'éditait le bouquin. Donc, il y avait un flou juridique et ils avaient le droit de le faire puisque personne d'autre le faisait, en gros. Et donc, les auditeurs anglais de Tolkien étaient en mode « Mec, il faut que tu réécrivent rapidement les trucs, qu'on puisse les filer à notre boîte d'édition américaine, qui puisse le sortir avant cette boîte d'édition illégale. Et comme ça, on leur coupe le pied sur l'herbe et on perd pas d'argent et il n'y a pas de problème. » Il a jamais été foutu de l'écrire en temps et en heure. Du coup, ça a été la merde. Aux États-Unis, donc cette boîte illégale a sorti les bouquins. Et en plus, ils le vendaient moins cher que la boutique officielle.
Et il a fallu travailler à mort avec la communauté qui adorait le bouquin pour leur dire pitié, n'achetez pas l'édition de l'autre qui coûte moins cher, mais plutôt la nôtre qui coûte plus cher, mais nous elle est officielle et tout machin, pour que ça marche. Pour que tu vois que l'autre se dise bon, on va arrêter parce que de toute façon on n'a plus le droit, tu vois. Mais t'avais envie de dire mec, tu perds de la thune quoi pour ça et t'es pas foutu de l'écrire en temps et en heure. Mais il n'y arrivait pas, il avait un vrai problème de méthode, un vrai problème de perfectionnisme. Et puis, alors je sais plus, je crois que c'est C.S. Lewis qui lui a dit ça, mais dans le bouquin je retrouve pas la page, donc voilà. Vous savez, moi. Pourtant, il y a des post-it sur tout mon bouquin. Justement, c'est ça le problème, c'est que t'as trop de post-it. Trop de post-it. C'est comme Tolkien, t'as trop de trucs Ah maintenant. non, mais moi je le comprends. Quand j'ai lu ça, tu vois, au début j'étais un peu en mode ouais, Tolkien c'est un connard. Puis j'ai commencé à lire ces passages-là et j'étais en mode ok, on est pareil. On est vraiment pareil. Moi je suis infoutu d'écrire complètement parce que je me perds dans cette sous-création qui m'amuse beaucoup plus. Mais oui, mais moi aussi, c'est le côté faire des recherches, quoi. Ouais, en fait, tu nourris et puis, ton truc intérieur. Tu nourris, comme tu dis, tu nourris ton monde, ce que tu crées. Plus tu apportes des trucs, tu te dis ah ouais, donc il va y avoir ça. Et tu as tout qui devient de plus en plus limpide dans ta tête. Mais après, tout réécrire, tout retransmettre, c'est chiant, les gens. C'est ça. En fait, voilà. Et lui, c'était un peu ça. Et C.S. Lewis, du coup, lui disait que le vrai problème, c'est surtout que tant qu'il se perdait dans cette sous-création et dans le temps qu'il mettait à écrire, c'était un temps pendant lequel ce personnage était en vie. Mais à partir du moment où il écrivait la fin du bouquin, les personnages étaient morts pour Tolkien. Et c'est très vrai de se dire que tu écris une histoire sur Bidule et Bidulette. Tant que tu es en train d'écrire l'histoire, Bidule et Bidulette, ils sont vivants dans ta tête, ils sont vivants dans ton quotidien. Tu penses à eux tout le temps. À partir du moment où tu as mis un point final et le truc est édité, donc tu peux plus retoucher le truc, bah ils sont morts en fait. Et le seul moyen de continuer à les faire vivre, c'est de recommencer une nouvelle histoire avec eux. Et donc c'est le gros problème de toutes les suites, de toutes les séries, de tous les machins qui n'arrivent jamais à faire le deuil de ces personnages terminés. Et Tolkien, il voulait pas. Notamment parce qu'il aimait beaucoup tout ce qu'il était en train de créer. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il n'a jamais créé qu'un seul univers dans lequel il piochait, parce que son amour, c'était son univers. Et il piochait un peu partout pour dire bah là, je vais vous parler un peu de cet épisode de mon univers, mais l'univers n'est jamais mort, puisque d'ailleurs, quand Tolkien est mort, il n'avait pas fini le Silmarillion. Le Silmarillion a été terminé par son fils, par Christopher, qui a beaucoup travaillé avec Tolkien sur toute la partie élaboration Seigneur des Anneaux et puis tout ce qui s'est passé derrière. Et c'est lui qui a écrit la fin du Silmarillion, qui a remis en ordre les notes de son père, qui a sorti le bouquin, etc. Ça n'est pas Tolkien. Tolkien est mort avant de terminer son œuvre. Et peut-être parce qu'il n'avait pas envie de voir sa mythologie se terminer, tu vois. De mettre le point final à tout ce bordel. Parce que sur la période où il a le moins écrit, paradoxalement, où il a été le moins prolifique dans son écriture, c'est la retraite. À l'époque où, théoriquement, il avait le plus de temps. Mais il y avait toujours des trucs autres à faire que d'écrire, et je pense qu'il y a beaucoup de ça. Et un truc dont j'ai oublié de vous parler, quand je vous parlais du fait qu'il veut écrire sa vérité, sa mythologie, sa machin, on parlait des langues. Et en fait, il faut bien comprendre que l'univers de Tolkien, il est né des langues, et pas l'inverse. C'est-à-dire qu'il a commencé à écrire ces langues inventées, et il s'est dit la seule manière de donner de l'intérêt et de la vie à ces langues, c'est de leur écrire une histoire dans laquelle elles vont être utilisées, tu vois. C'est-à-dire le français n'existe que parce que les Français le parlent, et pas l'inverse, tu vois. Bah oui. Et du coup, c'est ça qu'il s'est dit. Les langues vivantes. Ouais, c'est ça. C'est ça qu'il voulait faire. Je veux écrire l'univers qui donne la légitimité et la vie à mes langues que j'ai inventées, le Kenya et tout le bordel. Et je trouve que c'est rigolo comme manière de penser, parce qu'il y a peu d'auteurs qui font ça. C'est comme si toi, t'avais écrit tout un truc sur des chemins de fer, et que tu te dis, bon, pour que mon chemin de fer il existe, il faut que j'écrive un truc, et tu vas écrire Seigneur des Anneaux, tu vois. Qui est pas mais un petit texte, hein. Tranquille. D'un côté, c'est marrant, comme tu dis, c'est parce que généralement, tu pars par le côté, bah, la langue, tu te dirais, ce serait plus un petit plus, un outil pour avancer dans mon histoire. Ouais. Pour donner à mon histoire plus de légitimité. Alors que là, ça a été le contraire. C'était l'histoire qui a été créée pour donner aux langues de la légitimité. Mais en même temps, ça se comprend parce que c'était un linguiste. Oui. Quelqu'un qui était passionné par les langues. Et au contraire, je trouve que c'est encore plus impressionnant. Je trouve que c'est encore plus admiratif de se dire, il a juste voulu donner, comme tu le dis, une existence à cette langue. Donc, il a créé tout un truc autour.
Mais il est quand même allé super loin, quand même. Hein. Ah non, mais le mec, c'est pas juste dit, il a pas écrit une petite il nouvelle s'est de pas 20 dit, pages, voilà, tu fais pas dire, je vais écrire l'elfique et on va créer une petite commu d'elfes, voilà, qui se font plaisir. Non, je vous écris tout un lore, toute une mythologie. Il y a une mythologie en 4 avec 15 peuples en plus. de 10 000 ans, à peu près. Ah non, mais il déconne pas, le mec. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup... Enfin, quand tu sais tout ça et quand tu grattes un peu, il y a une admiration quand même pour son travail. Tu comprends mieux que les fans de Tolkien, et je dis bien fans de Tolkien et pas fans du Seigneur des Anneaux, les fans de Tolkien, soient extrêmement pointilleux avec les adaptations qu'on peut faire de l'œuvre. Parce que c'était pas juste une histoire. Ce qu'a écrit Tolkien, c'est un univers. C'est une vraie entité qui a ses règles, je veux dire, quand il se passe un truc à gauche, ça a de l'influence sur le truc à droite. Il y a un vrai effet papillon dans tout ce qu'il écrit. Ouais. Et c'est vrai que quand tu en enlèves un bout, ou que tout d'un coup, Aragorn, au lieu d'épouser Arwen, il épouse Éowyn, ça fait mal. Tu vois, il y a toute une logique derrière qui disparaît, en fait. Et ça, Tolkien, c'est un des rares, je pense, où son œuvre entière est un élément tu peux rien enlever. On en reparlera hein, de l'adaptation dans l'épisode d'après, mais parce que avant, on va continuer à vous parler de sa mythologie. Et il y a quelqu'un de très important pour la mythologie de Tolkien, que tu connais plus que moi, je pense. C'est C.S. Lewis, l'auteur donc de Narnia. Narnia, ouais. Qui était très religieux, lui aussi. Alors, c'est très rigolo que tu dises ça, parce que à la base, ça n'était pas le cas. Quand Tolkien et Lewis se sont rencontrés, donc je vous rappelle, dans les années 20 à Oxford, ils ont pas tout à fait commencé par être amis. C'est-à-dire qu'à la base, ils avaient un amour commun pour la littérature nordique, ce qui a donné naissance au club des Inklings, où ils racontaient beaucoup de trucs sur la littérature nordique, blablabla. Ils se rencontraient dans la chambre de Lewis à l'université, avec tout un tas d'autres mecs, tout un tas d'autres profs. Ils se sont... Je pense, imaginez le film Le Cercle des Poètes Disparus. Ouais, exactement. C'est exactement je ça, pense à mon que avis. c'est exactement. Ouais, tout à fait. C'est ça, vraiment... c'est les mecs qui ont trouvé un truc pour lequel ils sont passionnés ensemble et se retrouvent. Ouais, ils se retrouvent pour en parler, pour en lire, pour en écrire et tout. Et ils se sont aussi entraidés pour réformer l'école d'anglais d'Oxford. Parce qu'à l'époque, à Oxford, il faut voir que soit tu étudiais la philologie, et tu t'arrêtais à Chaucer, je crois, c'est ça le nom de l'auteur. Chaucer, ouais. Putain, Chaucer, c'est une période assez tôt, quoi, dans la littérature anglaise. C'est ça, soit tu faisais de la littérature moderne, et tu commençais à Chaucer, et tu prenais tout ce qui arrivait après. Ouais, donc tu pouvais pas genre faire les deux, quoi. Non. Et eux, ils ont voulu réformer ça. Tolkien a beaucoup bataillé pour faire que justement il y ait plus d'études de linguistique, de trucs qui, à mon avis, un peu plus la manière dont on apprend la littérature anglaise aujourd'hui à Oxford. Donc ils se sont entraidés, mais au début, Lewis et Tolkien n'étaient pas tout à fait sur la même longueur d'onde de beaucoup de choses, et notamment dans son livre Surpris par la joie, Lewis écrit que Tolkien l'a aidé à surmonter 2 de ses préjugés qu'il avait depuis l'enfance. D'un, sur les catholiques, parce que lui est né anglican, et du coup, c'est saleté de papiste. Et puis, avec Tolkien, toujours. Et grâce à Tolkien, il a plus compris le catholicisme, et donc il s'est converti, et il a écrit énormément de bouquins autour du catholicisme, et il est connu comme un des grands auteurs de ça. Même Narnia, il y a un certain... quand tu fais attention au texte, il y a beaucoup d'allusions au catholicisme. C'est pour ça que je te disais que c'est un auteur qui est quand même assez religieux. Oui, tout à fait. Et que tu le ressens dans ses textes, surtout dans Narnia. Mais c'est rigolo de savoir qu'il ne l'était pas à la base, que c'est vraiment en rencontrant Tolkien qu'il est devenu catholique. Et d'ailleurs, il y a beaucoup plus de catholicisme dans le Narnia de Lewis que dans le Seigneur des Anneaux de Tolkien. Parce que... C'est marrant, hein. Bah ouais, c'est marrant. Parce que Tolkien, pour lui, ça va vous faire un peu tilt, mais ça va vous faire un peu genre « Ah ouais !» Mais prenez le Hobbit, le Seigneur des Anneaux ou le Silmarillion, il n'y a pas de dieu dans l'histoire. Il n'y a pas de religion dans l'histoire du Seigneur des Anneaux. Et chez le Hobbit, non. Non. Ils vont avoir des traditions, ils vont avoir des choses comme ça, mais il n'y a pas de religion dans le Seigneur des Anneaux. Mais il y a quand même ce côté du sauveur. Alors, il y a le côté sauveur, encore que, mais c'est plutôt pour Tolkien, il se disait... Mais comme tu dis, oui, c'est pas le côté sauveur à la Jésus-Christ, tu vois. Non,
Ouais. C'est un peu, mais il y a ce côté, il y a quelqu'un qui va venir nous sauver, nous aider dans cette. Tu sais, quand je pense qui va sauver les peuples dans la Bible, bah t'as Moïse, hein, Oui, qui sauve les peuples. Donc il y a ce côté un peu sauveur que tu retrouves un peu avec. avec Après, les hobbits. moi, je m'y connais pas trop. J'ai quand même une connaissance très basique sur la mythologie de Tolkien, Oui. sur ses œuvres et tout ça. Bah, notamment Mais parce que dans Tolkien, le sauveur, comme tu dis, c'est pas tout à fait ça c'est pas tout à fait ça dans le sens où Frodon ou Bilbon ne sont pas porteurs de quelque chose qui va sauver le monde. Ils sont plus là malgré eux. Et en fait, c'est plus, ils représentent quelque chose de très important pour Tolkien, c'est les gens normaux. C'est-à-dire que les hobbits, pour Tolkien, ce sont les Anglais, des Midlands entre autres, mais les Anglais normaux, qui sont très courageux et qui vont toujours au-delà de ce qu'on attend d'eux. Et ça, c'est vrai que c'est les hobbits. Enfin, les hobbits, c'est vraiment des mecs qui préfèrent être chez eux à fumer la pipe et à bouffer, plutôt que d'aller sauver le monde. Mais si on leur demande d'aller sauver le monde, ils vont le faire. Et ils vont pas se laisser corrompre par quoi que ce soit, se laisser... Bilbo et... Oh bah Bilbo, il y va. Bilbo, il y va, mais il est un peu forcé. Hein. Oui, bon, parce que voilà, mais les hobbits, il faut les forcer, mais une fois qu'ils sont sur le chemin, voilà, ils y sont, quoi, tu vois. Il y va un peu... Au début, oui, mais une fois qu'il a décidé qu'il y allait, il est à fond dedans et il recule pas, tu vois. Et d'ailleurs, Tolkien est tout à fait d'accord avec toutes les personnes du monde qui disent que le vrai héros du Seigneur des Anneaux, c'est Sam, parce que pour lui... Parce que sans Sam, il y a rien. Il y a rien sans Sam. Et en fait... Il n'y a pas d'histoire sans Sam. Sans Sam, Frodon n'y arriverait jamais. Et est-ce que tu sais ce qui a donné l'inspiration de Tolkien pour écrire Sam? Est-ce que c'est quelqu'un de connu ou c'est quelqu'un par rapport à lui, ce qu'il a vécu? Par rapport à ce qu'il a vécu. Par rapport à ce qu'il a vécu. Quelqu'un dans Sam. Je pense que ce serait par rapport à son enfance, tout ça. Quelqu'un qui l'aurait poussé, aidé. Alors non. Je pense que non. Non. En fait, ça vient de la guerre. Alors, le Gamgee vient d'un nom qu'il connaissait dans son enfance, ça, ok. Ouais. Mais l'entité Sam, ça vient de la Première Guerre mondiale, où lui, en tant qu'officier, il avait un soldat, un Anglais, qui était là pour l'aider dans tout. C'est-à-dire que les Anglais, les officiers, ils ont toujours un aide de camp, on va dire, qui est là pour leur apporter à manger, s'occuper de leur linge, tu vois, les aider au quotidien, etc. T'imagines, t'es à la guerre et tu passes ton temps à être le servant d'un autre. Bah, pour Tolkien, c'est ces mecs-là qui étaient les héros de la guerre et sans qui rien n'aurait pu arriver. Et en fait, Sam, c'est un peu ça pour lui. C'est-à-dire, c'est ces gens normaux qui aident celui qui est censé porter tout le truc, le Frodon, quoi, qui porte littéralement le poids du monde sur ses épaules. Et ben, il peut compter sur son Sam, tu vois. Parce que, et c'est un peu pareil, les officiers de l'armée, ils sont censés être là pour porter leur bataillon, pour avoir la responsabilité de leurs hommes. Mais ils le font parce qu'ils ont ce Sam à côté d'eux, cette tête de camp qui les soutient, qui les aide dans le quotidien, tu vois. Et je trouvais ça mignon que pour lui, il voyait pas, même lui qui a participé à la Première Guerre mondiale en tant qu'officier, il voyait pas du tout les officiers comme les héros de la guerre. Pour lui, c'était vraiment les mecs qui étaient dans les tranchées, quoi. C'était ce qui, à mon avis, n'était pas l'opinion partagée par tous les officiers de la Première Guerre mondiale. Je pense que c'était sa vision de la guerre, les gens qui combattaient dans les tranchées, c'est une minorité par rapport aux autres, qui étaient au même statut que lui. Hein. Oui, tout à fait. Je pense que... Ouais, complètement. Et c'est beau qu'il ait donné, du coup, ce vrai héros dans Le Seigneur des Anneaux aussi, tu vois, des années et des années et des années après, quoi. C'est marrant parce qu'il y en a beaucoup quand même qui, comme tu le dis, oublient que Sam est le héros de cette histoire. Ah, mais c'est le héros. Tout le monde voit que c'est Frodo. Il y a beaucoup de gens qui disent que Frodon, c'est le héros, ou que c'est Aragorn, etc., etc. Et c'est pour ça que je trouve que ce petit passage dans le film de Jackson, où Frodon et Sam marchent dans la forêt, à la fin du deuxième film, Sam lui dit on va pouvoir raconter à nos petits-enfants ce qu'on est en train de vivre, l'histoire de Frodon et l'anneau. Et Frodon lui répond, moi je veux en entendre plus sur Sam. Samwise the Brave, tu sais, quand il dit Sam Sagas le brave. Et t'as l'autre qui est derrière, Samwise le Brave, qui est en mode, ouais, trop cool. Et beaucoup de gens se sont moqués. Moi, je me souviens quand je l'avais vu au cinéma, des années après, sur une rediff, les gens se moquaient de ça en se disant, Frodon, il est mignon, et tu vois, Samwise, on se fout un peu de sa gueule.
Mais non, cette phrase, c'est vraiment une phrase d'amour pour Sam. C'est vraiment le héros, c'est l'histoire dont on veut entendre parler, c'est celle de Sam en fait. Et c'est vrai qu'à ce petit moment Frodon se rend compte, lui aussi, que sans Sam, il n'y a rien. Puis surtout la fameuse scène finale entre les deux, quand ils sont là avec l'anneau pour jeter l'anneau, et que sans Sam, c'est grâce à Sam que tout se passe. Hein. Non, puis qu'il le dit, je peux pas porter l'anneau pour vous, parce qu'il est pas capable de le faire, il est pas capable de prendre cette responsabilité, Sam. Mais par contre, je peux vous porter, vous. Quand Sam dit ça à la fin, et que donc il prend Frodon sur ses épaules, qui n'est plus capable d'avancer, et il le monte avec ses dernières forces jusque dans le cratère du volcan. Cette scène, quand tu connais un peu plus du coup ce qu'a voulu dire Tolkien et tout ça, elle est magnifique cette scène. Vraiment, et vous pouvez pas juste dire Sam, c'est le connard qui bouffe tout le temps. Non, c'est pas le Hobbit joufflu. C'est le héros du truc. Si les gens, vous ne pensez que ça que Sam, vous avez pas regardé le film. Vous avez juste pas fait attention au film. C'est clair. Vous avez rien compris. C'est surtout, comme tu dis, cette scène, pour moi, c'est l'une des scènes les plus fortes de toute la trilogie. Elle est incroyable, cette scène. Elle est vraiment incroyable. Et ce qui m'énerve un peu, c'est aussi les gens qui vont en profiter pour dire... parce que je me souviens, donc, cette séance où je l'avais vue, les gens, ils sifflaient un peu en mode relation homosexuelle entre les deux. C'est justement parce qu'il n'y a pas d'amour charnel entre les deux que c'est important. Et ça, on va en reparler parce que c'est très important pour Tolkien aussi. On va continuer sur C.S. Lewis, on va retomber sur nos pattes. Donc, il n'y a pas de dieu, effectivement, dans l'univers de Tolkien, en fait, parce que pour lui, c'est sous-entendu. Il n'y a pas de religion, de truc, parce que pour lui, Dieu est là. Il est autour de tout, mais il n'y a pas besoin de le mentionner, il est là. Et parce qu'il a grandi avec ça, alors que C.S. Lewis, je pense que la différence, c'est que c'est revenu plus tard, donc tout d'un coup, il y a tous les symboles, tout ce qu'est la religion. Il a voulu il pouvait pas le cacher, parce que pour lui, c'était tellement nouveau qu'il avait la seule façon qu'il avait d'en parler, c'est d'être... Il montrait un peu sa foi, quoi. Voilà, alors que Tolkien, bah oui, les croyances, c'est toute sa vie qui est là, donc il n'a pas besoin de le montrer comme C.S. Lewis, tu vois. C'est ça. Et puis surtout, c'était l'amour de sa mère qui donc pour lui était toujours présente, enfin, etc., etc. Donc ça, c'était le premier préjugé que Tolkien a permis à Lewis de se débarrasser. Et puis le deuxième préjugé dont je vous parlais il y a à peu près 20 minutes, c'est sur les philologues. Lewis avait appris que, en tant qu'universitaire, fallait toujours se méfier des philologues. Et en fait, en rencontrant Tolkien, il s'est aperçu que les philologues étaient vachement sympas. Et de là est née leur amitié. Et cette amitié avec C.S. Lewis, outre le fait qu'elle a rendu Edith, donc la femme de Tolkien, jalouse pendant tout leur mariage, elle a aussi permis à Tolkien d'écrire. Parce qu'il y avait une entraide entre les deux auteurs, à la fois sur leur écriture et sur leur pratique religieuse. Et ils se sont donné des défis, notamment un défi d'écriture dans les années 30, où ils devaient écrire d'eux-mêmes les légendes qu'ils auraient aimé lire, et donc écrire eux-mêmes un texte. Ils avaient, je sais plus, je crois c'est 1 an ou 2 ans pour écrire un texte sur une légende qu'ils voulaient écrire. Donc, pour Lewis, ça a été Out of the Silent Planet, qui est le premier volume d'une trilogie qu'il a écrit là-dessus et qui a eu énormément de succès. Et pour Tolkien, ça a été une histoire qu'il n'a jamais terminée, de manière très étonnante, qui s'appelle The Lost Road, et qui racontait l'histoire d'un voyage dans le temps entre un père et un fils qui retournait dans le temps et qui se retrouvait à Núménor, donc le lieu où vivaient les premiers hommes à l'époque du Seigneur des Anneaux, enfin du Silmarillion plutôt. Et il y avait tout ce truc-là où ils découvraient Núménor et tout. Et en fait, à partir du moment où le père et le fils arrivaient à Núménor, Tolkien s'est arrêté d'écrire et il n'a jamais continué. Mais ils se lisaient les textes l'un l'autre, tu vois, sur les soirées Inklings et tout. Ils se donnaient des commentaires. Lewis faisait beaucoup de commentaires et de critiques sur les textes de Tolkien, notamment le Hobbit et puis le Seigneur des Anneaux ensuite, que Tolkien généralement écoutait pas, voire le prenait très mal. Bon. Et puis, parce que voilà, parfois il était dur, et puis Lewis avait été très dur dans ses critiques du Seigneur des Anneaux. En tout cas, au moment de l'écriture, parce qu'à la sortie du bouquin, il a été dithyrambique, et il a même été tellement dithyrambique que les gens se sont foutus de sa gueule, en disant « Calme ta joie, calme ta joie, le fanboy, là, c'est bon, on t'a entendu, là, c'est bon ». Et puis de l'autre côté, Tolkien faisait pareil pour Lewis, notamment les Narnia. Sauf que Tolkien, il détestait les Narnia, par exemple. Ouais, je me souviens que j'avais lu que Tolkien avait détesté les Narnia. Il n'aimait pas du tout les Narnia. Non, il trouvait que c'était pas suffisant par rapport à l'ambition que lui mettait dans ses textes. En plus
du fait que Lewis avait écrit les Narnia en 4 ans, alors que lui, ça faisait 20 ans qu'il galérait sur le Seigneur des Anneaux. Non, mais c'était la jalousie, voilà, c'est tout. Et on en parlait un peu dans le premier épisode, il y a eu beaucoup de jalousie entre Tolkien et Lewis, et surtout de la part de Tolkien. Lewis a écrit un texte qui s'appelait les 4 grands types d'amour, je crois, je sais plus le titre exact, mais en gros c'est ça, où il écrit les 4 types d'amour qu'un humain peut rencontrer dans sa vie, et notamment il y a l'amour-amitié, qui est quelque chose, si vous l'avez vécu, vous savez ce que c'est, si vous l'avez pas vécu, vous ne pouvez pas imaginer. Et vous allez souvent confondre ça avec de l'homosexualité ou ce genre, ou de l'amour, tu vois, de l'amour véritable. Et il y avait ça entre Tolkien et Lewis, un amitié-amour. Et du coup, quand Lewis a commencé à se rapprocher d'un autre Moi, auteur... j'appelle ça l'adoration, tu vois. L'adoration. Ouais, mais Tu l'adoration, adores tu peux le mettre sur un dieu, tu peux le mettre sur... L'amitié-amour, c'est vraiment... C'est comme si vous viviez une relation amoureuse avec quelqu'un, mais vous enlevez toute la partie sexuelle et toute la partie... un amour platonique, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est vraiment quelque chose qu'il y avait entre eux, qui était très fort. Et quand Lewis a commencé à se rapprocher d'un autre auteur qui s'appelait Charles Williams, qui s'est mis dans les Inklings quelques années après sa création et tout, et bah l'autre Tolkien, il était jaloux. Voilà, comme tout le monde. Il était en mode, Mais ouais, qui n'a pourquoi pas tu eu un m'écoutes meilleur ami, a été jaloux de voir son meilleur ami se rapprocher de quelqu'un d'autre. Et oui, on a tous vécu ça. C'est pour ça que quand tu le lis, t'es en mode, ouais, je comprends, tu vois, parce que il se rapprochait de l'autre, il l'écoutait beaucoup, puis Charles Williams influençait beaucoup l'écriture de Lewis, donc l'autre le prenait mal. Et en fait, ça a mis tout ça a mis beaucoup d'inimité, beaucoup de ressentiment. Ils se sont beaucoup éloignés, en tout cas émotionnellement parlant, parce qu'ils sont restés proches physiquement en tant qu'amis, qui se voyaient beaucoup jusqu'à la fin de la vie de Lewis. Et puis on l'a dit, hein, la mort de Lewis a été un coup terrible pour Tolkien, à tel point qu'il a refusé d'écrire la nécrologie de Lewis, parce qu'il disait il pouvait pas, quoi. T'as perdu l'homme de ta vie, entre guillemets, quoi, tu vois. Même si c'est... Ouais. Ce qui est compliqué, c'est quand t'expliques ça, t'as toujours les gens qui pensent que t'es en train de parler d'un couple qui se cache et tout. Non, c'est l'amitié à son paroxysme que ça en devient le conjoint de ta vie, tu vois. C'est important parce que pour moi, cette relation que Tolkien avait donc avec Lewis et puis avec les membres du TCBS, dont surtout ceux... avec ceux qui sont morts, et puis le Christopher Wiseman qui lui est resté vivant jusqu'à la fin de la vie de Tolkien. Tout ça, pour moi, c'est ce qui a donné naissance à ce qu'on vit dans le Seigneur des Anneaux, à cette communauté de l'anneau, qui est une communauté d'amis extrêmement puissante. Alors, plus ou moins selon les mecs, mais entre Sam et Frodon, par exemple, c'est vraiment cette relation d'amitié jusqu'au bout, tu vois. Pareil un peu avec Pipin et Merry, pareil Et entre Merry, Legolas et Gimli, entre Aragorn et Boromir, tu vois, il y a tout ce truc-là. Puis la communauté de l'anneau qui est un groupe avec plein d'individus, mais qui est indissociable, peu importe où ils en sont. Et d'ailleurs, si... Mais dans ce que tu dis, là, tu m'as dit des gros amitiés. Et Gandalf, c'est qui son best friend? C'est Sauron. Bah, tu sais pas, frenemies, tu vois. D'ennemi à meilleur ami. Ça va être un peu Bilbon pour moi, tu vois, plus. Ouais. L'ami de... Son meilleur ami. Ouais, Est-ce que tu ça. penses pas que, par exemple, vu que tu disais que ces hommes qui ont une amitié, qui se sont rapprochés, qui ont créé une communauté, bien qui a été créée, amenée par Gandalf, est-ce que ce ne serait pas Dieu, justement, là? Peut-être. Là, je te laisserai te démerder avec tous les fans de Tolkien qui vont t'assassiner. D'un côté, quand il meurt, après, il revient à la vie encore mieux, c'est Jesus. C'est Jesus. Peut-être c'est Jesus. Après, il faut savoir un truc, c'est que Tolkien détestait, à peu près autant que les Français, les allégories. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais il détestait les allégories, il trouvait que c'était de la merde. Et donc, le premier mec qui arrivait en disant dans votre bouquin, c'est un peu l'allégorie de la Première Guerre mondiale. Rouge-là. Gros taquet dans ta gueule. Et donc Gandalf, c'est Jesus. Donc Gandalf, pam, gros taquet dans ta gueule. Il n'y a pas d'allégorie chez Tolkien, ok? Mais moi, je pense qu'il y a vraiment cette importance dans la vie de Tolkien et qui existe depuis la nuit des temps, que les hommes aiment bien être entre eux parce que l'amitié, c'est Aristote, je crois, qui disait que l'amitié ne peut être réelle qu'entre deux hommes. Après, je vous rappelle qu'à l'époque d'Aristote, les femmes, elles étaient même pas citoyennes, enfin bref, parce que deux hommes se comprenaient. Et c'est vrai aussi que les hommes préfèrent souvent être potes avec d'autres mecs et que les femmes préfèrent être potes avec des femmes.
tu n'as pas le même type d'amitié, tu vois, de partage entre un homme et une femme, même s'il peut y avoir de l'amitié entre hommes et femmes. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, s'il vous plaît. Entre ça et Jesus, on va se faire taper dessus, quoi. De toute façon, on est habitué. Mais tu vois ce que je veux dire. Je pense qu'il y a ça. Et c'est pour ça que c'est un petit peu gênant dans le monde d'aujourd'hui, où on te place des bonnes femmes à toutes les sauces, quand dans l'univers du Seigneur des Anneaux, on veut te rajouter à ce point la présence des femmes dans cet univers qui, c'est vrai, est un univers extrêmement masculin. D'ailleurs, ça lui a été beaucoup reproché à l'époque où le bouquin est sorti, où on disait il n'y a aucune femme, aucune scène de sexe, aucune scène d'amour. Il y a ta joie. Écoute, c'est pas dérangeant qu'il n'y ait pas de sexe ou d'amour. Hein. Des fois, moi, j'aime bien regarder une histoire sans qu'il y ait du sexe ou de l'amour, les gens. Parce que d'abord, Tolkien, pour lui, c'était du domaine du privé. On rappelle que la vie qu'il avait avec sa femme et tout ça, c'était son monde privé. Et les Anglais, il y a beaucoup... british aussi. Oui, il y avait le côté anglais. Le côté anglais ne partage pas sa vie privée. Et je pense que pour lui, c'était pour ça qu'il écrivait pas sur des histoires d'amour de dingue, à toutes les sauces, dans tous les sens. Et puis même, c'est peut-être pas, comme tu dis, c'était privé, mais pas quelque chose qui l'intéressait lui, de lire. Pas plus que ça. Voilà, donc moi, personnellement, si j'écris des trucs, mettre des histoires d'amour ou des scènes de sexe, ça me gonfle, quoi. Ouais, mais c'est pour ça que tu disais, plus intéressant. Ce que tu me disais hier là sur les Anneaux de pouvoir, où ils ont rajouté des histoires d'amour de naze à peu près tous les épisodes. Avec à peu près, dès que tu avais un personnage, c'est sûr qu'il était associé à un autre pour avoir. Et puis en plus, j'ai l'impression, on en reparlera un peu plus tard dans les adaptations. On va en parler. Mais je voudrais juste dire, toutes les histoires d'amour, il n'y a pas plus hétéro que ça. Hein. Ah oui, non, bien sûr, faut pas déconner. Et pourtant, il a été beaucoup qualifié d'homosexuel. Pourquoi est-ce que le nain et l'elfe, ils peuvent se mettre ensemble? Je ne sais pas. Allons jusqu'au bout. Mais pour Tolkien, ça aurait été horrible de voir ce truc-là, parce que pour lui, c'est pas ça qui était important. Et je pense qu'il a vraiment cette conception aristotelienne du truc, c'est que c'est l'amitié entre hommes, c'est quelque chose qui est plus fort que le reste de ta vie normale, tu vois. De toute façon, tu le vois clairement dans le Seigneur des Anneaux, quoi. Mais oui, alors après, de là à dire, est-ce que s'il y avait eu une femme dans la communauté de l'anneau, machin... Mais lui, il l'imaginait pas comme ça, parce que dans sa vie, il avait toujours... La communauté de l'anneau avait toujours fait partie avec des hommes, parce qu'il a toujours grandi avec des hommes. Les femmes, il connaissait que sa mère, en fait. Sa mère et sa femme. Il s'inspirait de ce qu'il connaissait. Et puis, même les gens aussi... Il y a plein d'histoires dans la fantasy où il y a aussi des personnages féminins. Oui, le Seigneur des Anneaux, Tolkien l'a écrit comme ça, avec majoritairement que des hommes. Et d'un côté, quand j'entends que les gens qui disent ouais, il y a des mecs qui font putain, mais et Arwen et Éowyn, elles font quoi là? Et d'ailleurs, tu fais bien de le dire parce que il y a des très beaux personnages féminins dans l'histoire de Tolkien, malgré tout. Putain, moi j'adore Éowyn, quoi. Je trouve que c'est l'une des plus magnifiques. Arwen est beaucoup moins développée dans le bouquin que dans le film. Même Éowyn, en réalité, c'est surtout Jackson qui leur a redonné un peu de puissance, mais il y a au moins Galadriel, il y a Luthien. Mais je pense que pour Tolkien, les femmes, ça restait quand même ce côté un peu le monde du privé, et c'est pas trop leur place. Je vous rappelle que la Première Guerre mondiale, il n'y avait pas de femmes sur les tranchées. Il y avait que des mecs, hein. Les femmes dans les armées, elles sont arrivées beaucoup plus tard. C'est très récent qu'il y a des femmes dans les armées. Et puis, tu le retrouves aussi dans son œuvre, dans Le Seigneur des Anneaux, quand les femmes prennent soin des hommes, et c'est un peu ce qui se passait pendant la Première Guerre mondiale. Et à cette époque-là, les femmes prenaient soin des hommes. On retourne à Agatha Christie, qui était infirmière à cette époque-là. Les femmes ne pouvaient n'être que ça. Et d'ailleurs, dans Le Seigneur des Anneaux, les femmes, souvent, en dehors de Galadriel, qui d'ailleurs, Galadriel, dans le Silmarillion, qui, je le rappelle, a été surtout écrit par le fils, Galadriel est un personnage, quand on le rencontre dans Le Seigneur des Anneaux, qui est une mère, même une grand-mère, très calme, très posée, qui n'est pas la guerrière des Anneaux de pouvoir, et on va en reparler. En train de me dire que c'est pas une célibataire guerrière qui tombe amoureuse Non. Non. Rien à voir. Elle n'est pas non plus une gamine pourri gâtée qui fait des cacas nerveux, machin. Mais et c'est un peu ça qui est dommage. Qui marche comme si elle avait 36 balais enfoncés dans le cul, quoi. Ouais. Putain, c'est horrible. Et c'est un peu ça qui est dommage dans les adaptations, mais on va en parler justement de cet univers qui, on vous l'a dit, c'est Tolkien, le papa du monde geek et de la fantasy, parce que son univers, c'est devenu une référence
dans l'univers d'aujourd'hui, dans la fantasy. Je suis désolée, mais tout ce qui fait de la fantasy aujourd'hui se base sur ce qu'a créé Tolkien. Que ce soit Donjons et Dragons, que ce soit Eragon. Parce qu'en fait, je pense que je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, que tout se base sur Tolkien, mais parce qu'en fait, Tolkien a réussi à ramener sur le devant de la scène tous ces mythes, toutes ces mythologies, tout ce folklore qui avait disparu. Parce que la fantasy, c'est quoi? C'est du folklore, les gens. C'est ça. Ah, complètement. C'est toutes ces histoires c'est toutes ces légendes qui font partie des cultures de chaque pays. C'est tout ça, la fantasy. Et Tolkien, il a réussi à nous ramener tout ça, quoi. Est-ce que du coup, il n'a pas réussi son pari? Parce qu'on expliquait en début d'épisode que son ambition, c'était d'écrire la vérité, de redonner à l'Angleterre une mythologie. Est-ce qu'il n'a pas créé une mythologie plus grande que lui, du coup? La mythologie, il n'a pas créé toute cette mythologie de l'univers de la fantasy qui a permis à tous les auteurs qui sont venus derrière d'avoir quelque chose sur lequel se raccrocher pour créer leur propre œuvre. Ce qui est finalement la définition même d'une mythologie. Je pense que oui. Il a réussi. Regarde, aujourd'hui, en 2023, on continue à parler du Seigneur des Anneaux. Et à se baser sur le Seigneur des Anneaux pour écrire. Ça reste une référence. Et beaucoup de personnes qui connaissent le Seigneur des Anneaux, même que ce soit, il y a eu les films qui ont redonné cet engouement et qui a ouvert aussi la porte à une plus grande partie de la population. Parce qu'il faut savoir quand même qu'avant les films de Jackson, la fantasy, déjà à la base, c'était très très niche, la fantasy. Tout ce qui est Donjons et Dragons, tout ça, parce qu'on on les voit les gens qui jouent dans Stranger Things, j'en vois de plus en plus de personnes qui disent jouer à tout ce qui est Donjons et Dragons. Mais avant, c'était très niche, c'était pas le truc aussi populaire, c'était vraiment quand t'étais un geek, t'étais mal vu, que tu restais dans ton coin, personne ne voulait de toi. C'est clair, c'est très récent, mais est-ce que c'est pas aussi parce que cet univers fantasy, et donc l'univers de J.R. Tolkien, il est très difficile à mettre en avant, à faire comprendre et à adapter?